Alors voilà, je vais vous parler d'un sujet délicat, passionnel, polémique, sur lequel peut-être je veux apporter surtout des questions et peu de réponses. Voilà. Il y a environ 10 ans maintenant, j'ai ouvert en tant que pédopsychiatre une consultation pour les enfants et les adolescents présentant des questionnements identitaires. Et j'étais très naïf quand je me suis lancé dans cette aventure. Et depuis, effectivement, j'ai rencontré 200 patients sur 10 ans qui m'ont évidemment apporté un éclairage intéressant sur ce qu'ils vivaient et les questions que ça pose. Mais effectivement, ça continue à poser beaucoup de questions. Et en particulier, est-ce que la psychiatrie est légitime ou non à intervenir dans ce domaine? Et on va voir un petit peu la complexité de ce sujet. Alors, je dirais, chez les mammifères, les choses sont assez simples. Vous savez que la notion de sexe vient de l'étymologie latine qui sépare. Chez les mammifères, il y a des mâles, il y a des femelles. C'est la présence des organes génitaux reproducteurs qui font la différence. C'est une dimension binaire. La sexualité est décrite dans une dimension instinctuelle. Les choses sont assez rangées, c'est assez clair. Mais voilà, l'être humain, c'est un mammifère à la base, mais c'est beaucoup plus compliqué en termes de fonctionnement. Et comme vous le savez, la particularité de l'être humain, c'est qu'on se pense. Donc, on construit une représentation de soi qui nous donne un sentiment d'existence, un sentiment identitaire. Et là, évidemment, les choses vont du coup se compliquer. Alors, quel a été le regard psychiatrique sur ces questions? Parce que, dans un premier temps, il apparaissait tout à fait naturel de se dire, finalement, si j'ai un pénis, c'est que je suis un mâle, et si je suis un mâle, a priori, je suis un homme. Et c'est cette évidence qui est questionnée, contestée aujourd'hui, en partant sur l'idée que c'est une construction culturelle, et que si la question d'être mâle ou femelle ne se discute pas, la question d'utiliser les termes d'homme ou de femme se discute. Alors, effectivement, donc, pendant très longtemps, on a soutenu que la réalité biologique imposait la nécessité d'une construction dans laquelle cette réalité biologique déterminait le fait d'être un homme ou d'être une femme. Et vous savez qu'en psychiatrie, dans un premier temps, si on part de ce principe-là, que c'est la réalité biologique qui détermine son sentiment identitaire, si on ne se retrouve pas dans cette réalité biologique, on peut l'interpréter alors comme un déni de la réalité biologique. Et en général, en psychiatrie, quand on parle de déni, on parle de psychose. Donc, effectivement, dans un premier temps, il y a des textes assez anciens qui parlent d'aliénation mentale dans ces situations-là, dans le fait, effectivement, qu'on refuserait la réalité biologique de son corps dans la construction identitaire. Et puis, avec les travaux de John Monnet, puis de Robert Stoller, va apparaître la notion d'identité sexuée, que les Américains appellent identité de genre, bien que ça ne veuille pas dire tout à fait la même chose finalement dans la traduction, mais c'est vrai que c'était le terme qu'utilisait Colette Schillan et que moi j'appréciais ce terme, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce que je fais dans la représentation moi-même de cette différence homme-femme? Comment cette question d'être homme et d'être femme infiltre ma construction identitaire? Qu'est-ce que je vais en faire de cette question-là?
Évidemment, c'est quelque chose qui commence dans l'enfance, hein, dès qu'on perçoit qu'il y a des petits garçons et des petites filles. Bien sûr que cette question est réactivée au moment de l'adolescence avec le processus pubertaire. Mais il y avait donc cette notion d'identité sexuée. Et ce qui est reproché, c'est d'avoir soutenu qu'il y avait des normes dans cette construction de l'identité sexuée. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, si on est sorti de la notion de psychose, on a quand même affirmé qu'il y avait l'identité sexuée normale et puis le trouble de l'identité sexuée. Et le trouble de l'identité sexuée, c'est ce qu'on appelait le transsexualisme. Donc voilà, il y a l'idée, a priori, on est censé construire une identité de soi-même qui soit conforme à la réalité biologique mâle-femelle, en associant mâle égale femelle, mâle égale homme, femelle égale femme, bien que, effectivement, depuis longtemps, Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, on dit bien que, effectivement, cette construction de soi va être sursaturée de stéréotypes de genre et qu'il y a ce qu'on attend d'un homme dans une société donnée, ce qu'on attend d'une femme dans une société donnée et que finalement, voilà, c'est complexe et qu'il y a plusieurs façons d'être homme, il y a plusieurs façons d'être femme. Mais là, on va au-delà puisque dans les représentations actuelles, il y a l'idée que l'utilisation du terme d'homme ou femme ne doit pas être corrélée à la réalité anatomique de son corps. C'est-à-dire que ce n'est pas le pénis qui fait qu'on est un homme, ce n'est pas le vagin qui fait qu'on est une femme, mais c'est la construction de soi à travers des choses qu'on intériorise et qu'on rencontre. En tout cas, c'est le positionnement actuel et qui a été évidemment beaucoup porté par les travaux de Judith Butler et qu'on finit par effectivement prendre la place et faire que le DSM renonce à la notion de transsexualisme, affirme qu'il n'y a plus de normalité de l'identité sexuée, donc plus de troubles de l'identité sexuée, mais propose un nouveau terme qui est la notion de dysphorie de genre. C'est-à-dire que finalement, on a toute liberté de construction dans son identité sexuée, mais par contre, il y a des situations qui peuvent être source de souffrance. Soit source de souffrance dans son vécu corporel, dans la réalité de son corps, soit source de souffrance avec l'environnement. Et que finalement, ce qui légitime l'intervention du psychiatre, c'est non pas l'idée qu'il y aurait une possibilité de normalisation ou d'une prise en compte de l'identité sexuée par rapport à des critères, mais plutôt l'idée que peut-être que les psychiatres savent accompagner et soulager la souffrance psychique. C'est ça l'idée de la dysphorie de genre. Pour autant, ce terme ne plaît pas aux associations LGBT qui considèrent que c'est toujours une approche psychiatrique du genre. C'est une façon quand même de laisser entendre qu'il y a de la souffrance psychique dans la question de la transidentité. Finalement, ils reconnaissent quand même qu'il y a parfois de la souffrance psychique, mais c'est important pour eux de dire non, la transidentité, parfois il n'y a pas de souffrance psychique. Donc, c'est pas une évidence qu'on ait besoin d'un psychiatre dans ces situations. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a donc choisi de ne pas reprendre le terme de dysphorie de genre, mais d'utiliser le terme d'incongruence de genre et de le placer dans la médecine de la sexualité pour bien marquer qu'on se différenciait de la psychiatrie, alors que vous savez que la dysphorie de genre est dans le DSM, qui est un manuel pour psychiatres. Donc là, on voit bien le mouvement mondial sur cette question du rapport à la transidentité. Alors, effectivement, tout ça, ça donne parfois un peu le vertige. Puis il faut être très prudent dans les termes qu'on utilise, parce que sinon, on peut être très vite rattrapé. Parce qu'au fond, effectivement, derrière cette idée,
Donc aujourd'hui, hein, c'est comme ça qu'on se représente les choses. Donc, on doit pouvoir être libre dans la façon de se penser, homme ou femme, sans tenir compte de la réalité biologique de son corps en tant que mâle et femelle. Les choses sont bien distinctes. Mais aujourd'hui, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que vous avez tous sûrement entendu la question de l'approche non binaire du genre, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait même se construire sans avoir besoin du recours à ces termes d'homme ou de femme. C'est-à-dire que je peux me construire une identité en tant que neutre. Je suis ni homme ni femme. Je peux me construire une identité où je suis mi-âme, mi-homme, mi-femme. Je suis mi-homme. C'est tout des termes hein, qui vont être utilisés par les personnes concernées et qui, effectivement, vont parfois nous rencontrer. Alors là, vous avez la définition de l'identité de genre, puisque en fait le terme américain, donc c'est l'identité de genre. Donc c'est le sentiment intrinsèque et profond d'être un garçon ou un homme, une fille ou une femme, ou un genre alternatif. Genderqueer, non conforme dans le genre, neutre dans le genre, qui peut ou pas correspondre au sexe assigné à la naissance d'une personne ou à ses caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires. Comme l'identité de genre est interne, elle n'est pas nécessairement visible pour les autres. Voilà, et on parle de spectre du genre qui sort de la question de la binarité homme-femme. Et donc, il y a toute une série de définitions qui sont proposées. Genderqueer, qui est un terme utilisé pour décrire une personne dont l'identité de genre ne s'aligne pas avec une compréhension binaire du genre. Par exemple, les gens qui s'identifient peuvent penser d'eux-mêmes comme à la fois un homme et une femme, ni un homme ni une femme, c'est ce que je vous disais, ou en mouvement entre les genres, ou incarner un troisième genre. Que demandent les personnes concernées? Eh bien, ce qu'ils demandent, c'est d'abord, enfin là, c'est bien en cours, une reconnaissance de la transidentité comme une variante de la normale, donc dépathologisation et surtout dépsychiatrisation. Et alors après se pose une autre question, parce que, et c'est peut-être là-dessus qu'on est le plus en difficulté, parce qu'à la fois, il y a la question donc sociétale, avec des dimensions politiques très importantes, et ça c'est ce qui souvent rend difficile les discussions. Hein. Il y a la question dans une société, comment on s'affirme, comment on peut être reconnu par rapport effectivement aux données culturelles, à la tolérance, voilà, donc bon, ok, donc ça c'est un aspect des choses. Mais le deuxième aspect des choses, c'est l'accès à une médicalisation de cette question. Et là, c'est en ça qu'on revient sur le sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire que, bon, ok, je m'affirme en tant qu'homme, comme femme, mi-homme, mi-femme, etc. Bon, ça, c'est une question de société. Mais effectivement, quand je viens voir un médecin pour lui demander un traitement hormonal ou lui demander un traitement chirurgical au nom de cette perception de soi, comment on accueille cette demande, finalement, hein, parce que là, on voit bien que c'est un autre sujet qui est la question de l'accès au traitement médical et chirurgical, et avec quelque chose qui pourrait aussi nous apparaître paradoxal. C'est-à-dire que si, au fond, on est libéré de la réalité biologique, anatomique de son corps pour se définir, pourquoi il faudrait transformer ce corps ? Puisque de toute façon, c'est pas le corps qui fait ce qu'on est, puisque ce qu'on est, c'est la représentation de soi, qui est libérée de la réalité biologique. Donc on voit bien que on est à ce moment-là sur une tension sur cette question-là, sachant que effectivement, du coup, ce qu'ils demandent, en tout cas du côté des adultes, et alors ça pose encore plus de questions du côté des adolescents et des enfants, c'est ce qu'on appelle l'autodétermination éclairée, qui est le concept qui est en cours de rédaction, qui est un concept très compliqué, qui dit au fond, comme il n'y a que moi qui peux savoir qui je suis,
le médecin doit répondre à ma demande, mais sans chercher à l'explorer, puisque de toute façon, il n'y a que moi qui sais qui je suis. Et donc, il n'est pas question d'avoir un questionnaire d'évaluation de mon identité. Donc, pas question... Enfin, certains, alors là, il y a quand même des différences. Certains envisagent, dans certaines interventions qui ont des conséquences irréversibles, que peut-être avoir l'avis d'un psychiatre peut être intéressant, pour les plus modérés. D'autres pensent que non, il ne faut pas d'avis de psychiatre, parce que ça ne concerne pas les psychiatres. Mais en tout cas, en ce qui concerne des traitements potentiellement réversibles, même partiellement réversibles, comme l'hormonothérapie, l'idée, c'est pas d'avis de psychiatre, et que ce soit les médecins généralistes qui puissent être consultés sur cette question. Et la Haute Autorité de Santé est saisie de revoir le parcours de soins sur cette question, et la pression est très forte de remettre vraiment en cause la question de l'évaluation psychiatrique, et je ne parle même pas du suivi psychiatrique, puisque pendant très longtemps, et c'est les recommandations de 2009, on considère que non seulement il faut un avis psychiatrique, mais il faut un suivi psychiatrique pour accéder à certains types d'interventions remboursées. Alors là, c'est même pas accepté. Enfin là, c'est pas du tout envisagé. Le suivi psychiatrique va donc être possible quand même si la personne est demandeuse de ce suivi psychiatrique. Et que, par ailleurs, elle peut souffrir de ce qu'on va appeler des co-occurrences psychiatriques, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir une transidentité déprimée, avoir des troubles anxieux, avoir des angoisses psychotiques, et donc là, on va avoir besoin d'un psychiatre qui peut nous prendre en charge sur ces dimensions-là, mais qui ne peut pas remettre en question la question de la construction identitaire. Alors, c'est difficile aussi d'avoir des chiffres pour un peu, voilà, vous voyez, c'est quelques études qui essaient d'évaluer le nombre de personnes trans, mais c'est compliqué parce que vous voyez que la définition de la transidentité avec cette notion de spectre, elle devient beaucoup plus large. Après, effectivement, ce ressenti d'incongruence, à partir de quel âge il apparaît, et on voit que il y a une variabilité de ce ressenti d'incongruence qui, chez 42% des situations, apparaît assez jeune, mais qui peut apparaître finalement au moment où on aborde la puberté, bien qu'il n'y ait aucun signe qui ait été remarqué dans l'enfance. Alors, pourquoi intervenir chez l'enfant et l'adolescent ? Bien, souvent, les adultes vont dire, voilà, moi, c'est pas une fois adulte que je me suis posé cette question, c'est bien avant que j'avais des questions sur ce sujet. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir accompagner le plus tôt possible pour permettre une vie la plus banale possible, parce que c'est ça l'idée, c'est d'accueillir ces enfants et ces adolescents et d'essayer, en tout cas, c'est la position qu'on a dans le service, de faire que leur vie ne soit pas centrée sur cette question. C'est-à-dire que, oui, bon, c'est un aspect de toi, mais est-ce qu'on peut résumer ce que tu es à cette question-là ? Et avec l'idée qu'en même temps, il ne faut pas que tu passes à côté d'avoir des amis, d'avoir un projet scolaire, d'avoir un projet professionnel, d'avoir des envies affectives et de pouvoir rendre toutes les dimensions possibles et ne pas effectivement s'enfermer dans quelque chose où il n'y aurait qu'une revendication autour de cette transidentité. Voilà, en tout cas, c'est la perspective qu'on essaie de proposer. Alors, en ce qui concerne l'enfant et l'adolescent, la grande question très polémique, c'est de savoir, mais cette représentation de soi sexué, c'est stable? Ça bouge? À partir de quel moment c'est stable? Parce que si on s'engage dans un traitement hormono-chirurgical,
il y a quand même des choses qui ne sont pas forcément réversibles. Donc à quel moment on peut proposer ce traitement médico-chirurgical sans risquer des regrets qui vont avoir des conséquences puisque le traitement est partiellement réversible. Et là, effectivement, on manque de données claires, bien établies sur cette question de la persistance de l'identité de genre, sachant que chez l'enfant, c'est fluide, très clairement. C'est pourquoi jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'y a pas d'indication à un traitement médical ou chirurgical dans l'enfance, puisqu'on considère qu'il y a une grande fluidité de la représentation de soi. Mais par contre, effectivement, se pose la question des premiers temps de l'adolescence, de la confrontation avec le processus pubertaire. Et là, les études laissent penser qu'entre 9 et 13 ans, il y a quelque chose qui se solidifie, quelque chose qui se cristallise avec l'expérience des premiers temps de la puberté et que, du coup, il y aurait une certaine stabilité de cette identité de genre entre 9 et 13 ans et qu'ensuite les choses resteraient assez stables pendant très longtemps. En tout cas, les études sont plutôt dans ce sens, même si elles restent encore à être confirmées. Mais récemment, on m'a dit « mais vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un paradoxe entre cette affirmation et en même temps l'idée que la neuroimagerie dit finalement le cortex préfrontal, il est mature vers 23-25 ans. Donc comment on articule le fait que d'un côté on dit la maturité cérébrale c'est 23-25 ans, mais l'identité du genre c'est 12 ans. C'est vrai que là il y a une certaine, il y a encore des choses à explorer autour de ça. Alors, est-ce qu'il reste de la place pour la psychiatrie dans cet accompagnement de la transidentité? Alors, moi, évidemment, je vais dire oui, mais effectivement, en tout cas chez l'adulte, très clairement, il faut que la personne soit d'accord avec cet accompagnement et ça ne peut pas lui être imposé et c'est vraiment les directions vers lesquelles on va aller, hein, très clairement, dans les nouvelles recommandations. On attend en décembre le nouveau positionnement de la Société mondiale, hein, des professionnels de santé accompagnant les personnes trans, qui devrait être écrite, enfin en tout cas présentée en décembre de cette année. Mais on sent que c'est la tendance. La tendance sera à maintenir l'intérêt d'une évaluation psychiatrique, mais en tout cas pas d'obligation de suivi, ça très clairement. Et effectivement, ça va poser un certain nombre de questions aussi, en France particulièrement, sur la question du remboursement. Puisque en France, on considère... Alors, pour l'instant, c'est toujours la CIM-10 qui est en cours. Donc la CIM-10, on parle de transsexualisme. Hein. On va voir comment on va faire avec la CIM-11. Mais actuellement, effectivement, la sécurité sociale, il y a la possibilité de bénéficier d'une ALD hors liste qui permet de bénéficier d'un remboursement intégral des soins en ce qui concerne à la fois le traitement hormonal et à la fois le traitement chirurgical. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir des interprétations très différentes en fonction des régions et du médecin conseil de la Sécu. Est-ce que certains médecins disent qu'il faut 2 ans de suivi, sinon je ne rembourse pas. D'autres disent non, bah moi, il me faut juste un avis psychiatrique, mais je n'exige pas les 2 ans de suivi. Donc là, on voit une grande hétérogénéité, en tout cas sur le territoire national, de sa question des remboursements. Et effectivement, d'un questionnement global, sachant que la France est l'un des rares pays qui propose le remboursement à 100% sur cet accompagnement. Alors, qu'est-ce qu'on propose comme accompagnement de ces adolescents? Alors là, moi, je vais vous présenter ce qu'on fait dans le service avec les adolescents.
C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'aider la personne à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Mais effectivement, et c'est peut-être ça qui est compliqué dans une approche psychopathologique, c'est que effectivement la plupart de ces jeunes refusent qu'on mette du sens sur ce qu'ils viennent d'écrire. C'est-à-dire que ce qu'ils attendent du professionnel, c'est qu'on accueille leur parole sans la remettre en question, mais qu'on ne commence pas à dire « mais tu ne crois pas que c'est en lien avec le fait qu'il y a eu tel drame dans ta famille » ou non, ça, non. Parce que, effectivement, si on se met dans cette position, c'est-à-dire partir du présupposé qu'il y aurait du sens à cette demande au sens d'une histoire, d'un parcours, d'une construction, c'est vécu par les personnes concernées comme une approche symptomatique de leur identité, alors même qu'on vient d'affirmer qu'il n'y a pas de normalité de la construction identitaire, donc il n'y a pas de questions à poser. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation de la construction identitaire. Donc pas de questionnaire de « mais comment c'était dans l'enfance et comment tu vivais avec les stéréotypes de genre » et tout ça, c'est vraiment quasiment interdit. Hein, c'est-à-dire dans ce qui est demandé. Hein. Et même les critères diagnostiques du DSM sur la dysphorie de genre ne sont plus recherchés actuellement. Hein, par contre, effectivement, on évalue la vie psychique des personnes en termes de dépression, d'anxiété, de particularité, puisque on sait qu'il y a plus de personnes qui répondent aux critères de troubles du spectre de l'autisme, hein, en particulier dans les formes à haut potentiel ou les formes sans déficit cognitif, qui viennent questionner, alors ça toutes les études le montrent. Il y a des liens, sans qu'on puisse les expliquer, avec le trouble déficit de l'attention, avec hyperactivité, où il y aurait plus de personnes qui répondraient à ce diagnostic chez les mineurs qui viennent nous consulter, et puis les problématiques anxio-dépressives qui sont présentes. Donc le positionnement, c'est finalement j'accueille ta parole et comment je peux t'aider. Hein, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait souffrance chez toi, s'il existe une souffrance, et qu'est-ce que tu attends de moi pour pouvoir t'aider. Donc c'est souvent des consultations très longues avec le patient lui-même, où alors il faut beaucoup le rassurer sur le fait que toutes les questions qu'on lui pose ne sont pas à visée évaluative, mais sont à visée de faire connaissance. Donc c'est vrai que je vais poser des questions sur mais comment, quand tu étais enfant, comment tu vivais les choses, comment tu te posais les questions, voilà. Mais il faut beaucoup les rassurer sur le fait que je ne suis pas en train d'établir tel profil type de l'enfant trans ou pas, parce qu'en fait, par contre, l'expérience de l'accompagnement de ces 200 patients m'a montré qu'il n'y a pas de profil type. Alors là, j'ai vu vraiment toutes les histoires dans tous les milieux possibles et inimaginables autour de ces questions. Et puis, évidemment, comme on s'occupe de mineurs, en ce qui concerne les mineurs, il y a toute la question de l'accompagnement des parents, hein, qui est compliqué, parce que si le jeune ne se pose pas de questions en apparence, les parents, eux, ils s'en posent beaucoup. Et là, il y a comment on va travailler. Et là, c'est vrai que ça nous a amené aussi à changer la façon de travailler dans ces situations, parce que jusqu'à maintenant, on était très attachés à avoir un temps avec le jeune seul, et ensuite de faire venir les parents dans cet espace pour échanger avec eux sur comment ils vivent tout ça, quel est leur regard, etc. Mais ce que les parents disent, c'est qu'ils disent « ben oui, mais moi, il y a des questions que je ne peux pas poser. Parce que si je les pose devant mon adolescent, quand je vais revenir à la maison, ça va être explosif. Donc je ne souhaite pas, voilà, donc j'aurais besoin d'un espace pour poser ces questions et y réfléchir, parce que c'est quand même des questions que j'ai, mais où il n'est pas forcément souhaitable
d'associer l'adolescent à ce questionnement, parce que lui, il vit ce questionnement comme une non-acceptation de son identité. Donc c'est vrai que de plus en plus, on essaie de développer des espaces spécifiques pour les parents, en dehors de la consultation avec le jeune, pour pouvoir les aider à pouvoir penser et réfléchir autour de ça. Et effectivement, notre objectif, c'est de réduire la souffrance de la personne concernée, son environnement, d'accompagner, en ce qui concerne l'enfant et les ados, mais je pense que chez les jeunes adultes, c'est aussi la même chose, d'accompagner les familles pour permettre le maintien du lien, et puis de discuter évidemment de l'intégration sociale, des projets scolaires, voire professionnels, et comment effectivement ce vécu va pouvoir être pris en compte. Avec du coup la possibilité d'un espace spécifique pour l'enfant et l'adolescent, un espace spécifique pour la famille, se déplacer dans les écoles, voilà, en tout cas d'être un interlocuteur pour rendre des choses possibles dans cet environnement. On essaie de plus en plus de travailler dans un portage commun avec les associations LGBT, mais ce n'est pas toujours simple parce que, effectivement, pour certaines associations, les psychiatres restent quand même très suspects d'avoir une vision symptomatique de cette question. Donc, voilà, les tensions existent. Et donc, et puis pour les parents, c'est pas simple non plus. Enfin, ça dépend. Je pense qu'après, ça dépend vraiment de comment on rencontre ses parents, puisque beaucoup de ces associations proposent des groupes de parole parents. Donc c'est assez intéressant. Mais effectivement, moi, je rencontre des parents qui disent non, moi, ce que je veux, c'est un groupe de parole parents dans l'hôpital, parce que moi, je suis pas prêt à aller dans une association LGBT. C'est parce que je suis ni pour ni contre, mais j'ai envie d'un lieu un peu neutre et d'être garanti que je ne vais pas être confronté à des positions militantes. En tout cas, moi, j'ai besoin de cet espace-là. Donc, pour certaines familles qui effectivement, vont être déjà dans une dimension militante, effectivement, le soutien associatif est tout à fait possible. Pour d'autres, c'est plus compliqué à envisager. Quelles sont les réalités qui sont possibles aujourd'hui? Depuis avril 2017, depuis le décret d'avril 2017, toute personne peut changer son prénom assez facilement. Il suffit de s'adresser à l'état civil de sa mairie de naissance ou de sa mairie de domiciliation. Et en général, en 4 semaines, vous obtenez une modification du prénom. Alors pour les enfants, évidemment, il faut que ce soit les parents qui soient demandeurs. Quand on a plus de 13 ans, mais qu'on est encore mineur, c'est une demande conjointe, mais il faut que l'adolescent participe à la demande par un écrit. Et à partir de 18 ans, évidemment, vous êtes seul à pouvoir faire cette demande. Il n'est pas possible de la refuser. Il y a quelques situations où certaines mairies ont essayé de refuser, mais le texte de loi est très clair. C'est un droit. J'ai le droit de changer de prénom. Et effectivement, et il n'y a pas de certificat médical, encore moins d'avis psychiatrique. On peut, parfois certains patients disent « moi j'aimerais bien un certificat de votre part pour accompagner ma demande », mais c'est à leur demande et c'est en aucun cas exigible par la mairie. En ce qui concerne le changement de sexe, après 18 ans, donc là, il faut attendre 18 ans pour le changement de sexe. C'est une démarche au tribunal de grande instance sur dossier. Donc on va réunir un certain nombre de témoignages. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un avocat. Au départ, on proposait un avocat pour accompagner, etc. Mais là aussi, les choses ont été très recadrées auprès des tribunaux de grande instance. C'est quasiment un droit.
hein, de pouvoir changer de sexe. Et on va accumuler un certain nombre de témoignages, on dit 5-6 témoignages, dont son propre témoignage, et puis quelques témoignages de l'environnement qui confirment que cette personne a besoin, pour se sentir à l'aise dans les actes de la vie du quotidien, d'avoir une nouvelle identité. Il y aura une audience et le juge posera ou pas des questions, mais en général accepte, sauf si c'est complètement farfelu, mais sinon acceptera ce changement de sexe. Il faut en général entre 4 à 6 mois pour que les choses, et là encore, pas de certificat médical, pas de certificat psychiatrique. Hein. Les choses sont très claires dans le texte de loi. Alors, ce qui met beaucoup en émoi actuellement, c'est, on a dit, l'identité sexuée, à partir de quel moment c'est stable. On a dit, quand on commence la puberté, on dit, voilà, finalement, quand on franchit le stade 2 de Tanner, et là, quand même, l'identité semble déjà bien construite. Et donc, on fait l'hypothèse que ces enfants, qui ont une représentation de bien construite, risquent d'être en souffrance par rapport aux transformations pubertaires qui ne vont pas aller dans le sens de ce qu'ils attendent de l'évolution de leur corps. Et donc, il est possible de leur proposer un blocage de la puberté. Donc c'est vraiment chez l'enfant prépubère, donc l'enfant débute sa puberté, et quand il arrive au stade 2 de Tanner, il est possible de proposer donc un blocage de la puberté, le temps lui donner du temps, que son discernement se consolide. Et on va considérer à l'heure actuelle, dans les recommandations internationales, qu'à partir de 16 ans, on rediscutera avec lui à ce moment-là. Bon, on continue à l'accompagner, hein, mais quand on va s'approcher des 16 ans, on va se poser la question, est-ce qu'on sort du dispositif de blocage de puberté pour relancer une puberté physiologique ? Il semblerait, dans les études actuelles, que seuls 2% des enfants accompagnés dans le blocage de la puberté souhaitent retourner vers une puberté physiologique, ou sinon, on va donc proposer de faire une puberté dans l'autre sexe à partir d'un traitement hormonal de réassignation. Par contre, en ce qui concerne le traitement chirurgical génital, il n'est possible qu'à partir de 18 ans. Pour ceux qui n'ont pas bénéficié du traitement de blocage de puberté et qui sont déjà très avancés dans leur puberté, on pourra leur proposer donc une réassignation hormonale à partir de 16 ans. Évidemment, dès qu'ils sont mineurs, ça veut dire la signature des détenteurs de l'autorité parentale. Hein. Rien n'est possible sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale. Aujourd'hui, beaucoup de questions sont associées, c'est-à-dire qu'on va proposer une possibilité pour ces adolescents qui ont avancé dans la puberté de pouvoir avoir des rééducations orthophoniques pour placer leur voix différemment s'ils sont en difficulté dans le vécu de leur voix, proposer les soins dermatologiques associés. Et alors évidemment, ça c'est depuis 2 ans, c'est quelque chose qui nous est demandé, c'est de proposer avant tout traitement hormonal la possibilité de congeler les gamètes. Donc, alors chez l'adulte, c'est sûrement une question très importante et voilà. C'est vrai que chez l'enfant, c'est aussi une question importante, mais vous voyez la perplexité que j'ai parfois d'interroger des jeunes de 15 ans sur est-ce que tu as un désir d'enfant, comment tu t'imagines parent, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir des enfants avec tes gamètes, donc qu'il y ait une origine biologique, une origine génétique à tes enfants, et est-ce que tu souhaiterais avoir un avis du médecin de la reproduction pour envisager soit de congeler tes spermatozoïdes, soit de prélever tes ovocytes pour permettre dans un avenir que je ne peux pas prédire,
des possibilités d'accès à la parentalité avec une filiation biologique, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, on congèle, mais on ne peut rien en faire. Tel que la loi de bioéthique est rédigée actuellement, il n'y a rien de possible. Mais, évidemment, quelqu'un qui a 16 ans aujourd'hui, dans 20 ans, il en aura 36. Que sera la loi de bioéthique dans 20 ans? Donc, effectivement, nous est demandé d'avoir cette ouverture à cette question. Et c'est vrai que c'est pas simple d'aborder ces questions quand ils sont très jeunes. Mais on le fait. Hein. Après, des fois, on s'aperçoit que ce qui est plus intéressé par cette question sont les parents eux-mêmes, hein, qui, eux, sont plus soucieux de la question de leur descendance et qui disent « Non, mais c'est une question importante, non, la néglige pas », alors que le jeune dit « Oh, mais moi, ça ne m'intéresse pas, cette question-là ». Et surtout, si c'est présenté comme quelque chose qui va ralentir l'accès aux hormones, là, effectivement, souvent, c'est évidemment mal vécu. Il y a quand même des soins chirurgicaux. Je sens qu'il faut que j'accélère. D'accord. Il y a quand même des soins chirurgicaux qui sont possibles. Vous en avez déjà entendu parler. C'est ce qu'on appelle la torsoplastie maintenant. C'est le terme qu'on utilise. C'est-à-dire la possibilité pour les jeunes hommes trans, vous entendez femmes biologiques, donc les jeunes hommes trans, de pouvoir bénéficier d'une intervention chirurgicale qui enlève les seins et qui permet de ne pas porter le fameux binder, qui est une bande compressive assez douloureuse qu'ils utilisent pour masquer leur poitrine. Et ça, c'est une intervention qui est possible à partir de 16 ans et qui, elle, n'est pas réversible, évidemment. Alors, le constat sur le terrain, c'est que, et ça, c'est assez intéressant, sur ces 200 personnes suivies, on voit bien que, en tout cas, les hommes trans, donc ces femmes biologiques qui deviennent hommes, sont plus faciles à prendre en charge, plus facilement acceptés que les hommes qui se féminisent. Ça, c'est les dimensions culturelles. Ça touche des jeunes de tous les milieux. Ce que je vous disais, c'est la nécessité de développer des groupes de parole et de l'accompagnement renforcé des familles. Mais évidemment, tout ça pose beaucoup de questions. Est-ce que finalement, on peut se construire une identité sans passer par les catégories hommes-femmes? C'est une question que je pose, mais c'est une question qui est soulevée par l'approche non binaire. Parce que dans à peu près 30 à 40% des situations que nous rencontrons maintenant, ce sont des personnes qui ont des demandes partielles, par exemple, qui vont dire « Moi, alors en français, je préfère qu'on me genre en... S'il y avait du neutre, je préférais le neutre. Mais comme en français, ça n'existe pas, j'ai besoin d'être désigné en tant qu'homme. Mais je ne veux pas prendre de testostérone, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder un aspect androgyne. Par contre, je ne supporte pas ma poitrine. Donc, je souhaiterais une torsoplastie pour pouvoir être plus à l'aise avec mon corps, mais je ne veux absolument pas de testostérone. » Voilà. Avant, c'était des demandes qu'on trouvait un peu étranges, parce qu'on s'attendait plutôt à ce que les choses restent catégorisées. Mais aujourd'hui, c'est des demandes qu'on accompagne. Dans cette reconnaissance de l'approche non binaire du genre. Mais du coup, effectivement, souvent on m'interroge, mais attends, il y a 10 ans, tu avais 10 demandes par an. Aujourd'hui, tu as 10 demandes par mois. Comment on comprend cette augmentation du nombre de demandes? C'est difficile à répondre. Il y a plusieurs possibilités de réponse. Il y a ceux qui vont dire « mais tu ne crois pas quand même à l'adolescence, on teste les limites, on interroge les limites, etc. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle façon d'être adolescent par rapport à un contexte culturel qui se modifie ?» Bon, une vision possible. Une autre vision, c'est de se dire à partir du moment où on offre la possibilité de se penser hors les catégories, forcément il y a des gens qui se pensent hors des catégories puisque c'est possible. Puisqu'il n'y a plus de catégories. Vous voyez? Et quand on discute avec les personnes trans adultes, ils disent « mais moi, quand j'étais enfant, je me posais déjà des questions comme ça. » Alors après, on peut se dire « est-ce que ce sont des reconstructions ou pas ?» Mais par contre, quand j'en parlais dans mon environnement, les adultes me renvoyaient à l'idée « non mais c'est n'importe quoi.
Non, les choses sont... Voilà. Et effectivement, à partir du moment où on se dit que non, c'est possible, forcément, il y a une parole qui se développe. Enfin, moi, il me semble. Alors, est-ce que c'est une liberté ou est-ce que c'est... c'est très compliqué. On peut voir les choses de différents angles. Quel est l'âge du discernement qui permet de prendre en compte ces questions et les décisions? Je dois dire que sur ces 200 patients qui, pour la majorité, vont très bien, sont bien intégrés, ont d'excellents résultats scolaires, ont des amis, une vie amoureuse et sont très bien intégrés dans leur famille, pour un, ça m'a posé de grosses questions et ça continue à m'en poser. Et ça, c'est l'autre aspect. Est-ce qu'il y a des gens qui regrettent? Et à partir de quel âge on regrette? Je suis incapable de vous répondre. Je ne sais pas. Et c'est ça aussi qui nous manque, c'est des études scientifiques qui permettent de dire on a mesuré, suivi des gens jusqu'à 40 ans qui ont été pris en charge à 14 et on s'assure que c'est vrai que ce type d'études on les a pas. Si on voit les choses à court terme, ils sont satisfaits, mais est-ce qu'ils vont être satisfaits à 25, à 30, à 40 ? Sachant que, alors effectivement, il y a des pays, ça fait déjà 20 ans qui font des prises en charge de mineurs. Mais c'est vrai que c'est très polémique cette question-là, parce qu'il y a quand même des gens qui regrettent. Il faut être clair, c'est pas vrai qu'il y a 100% de personnes satisfaites. C'est-à-dire, et moi, sur les 200 patients, j'ai une personne qui regrette. Une personne qui pourtant est venue à 15 ans, qui était très pressée, avec des parents qui étaient aussi très pressés, que, bien que ça me soit souvent reproché, j'ai fait attendre un petit peu en disant on se donne du temps, on ne se précipite pas, mais enfin quand même, c'était pas infini. Au bout d'un an de suivi, il a eu accès à une transition hormonale et il a eu de la testostérone. Et puis l'année d'après, au bout d'un an de stabilisation de cette prescription de testostérone, il a eu une torsoplastie. Et à 19 ans, tout va bien, je suis heureux, c'est formidable, merci, c'était vraiment formidable. Et il revient à 21 ans en disant « Ah non, mais ça va pas du tout. J'avais pas compris toute la complexité de cette affaire. J'étais beaucoup trop jeune pour prendre des décisions. Je suis en colère contre vous d'avoir accompagné et d'avoir rendu possible cet accompagnement. Aujourd'hui, je ne sais plus du tout qui je suis, mais une chose est sûre, c'est que mes seins, je ne vais pas les retrouver, par contre. Et finalement, j'ai l'impression... Aujourd'hui, je me pose des tas de questions que je ne voulais pas me poser avant, mais maintenant je me les pose et je me dis j'aurais mieux fait de me poser ces questions-là avant de commencer cet accompagnement. Donc c'est vrai que c'est vraiment très difficile dans ces situations-là. Et quand effectivement j'en ai parlé avec mes collègues de ces questions que ça posait, on me dit bah oui mais regarde, tu as 200 patients, c'est 1 sur 200, c'est rien. C'est normal qu'il y ait des choses qui ne marchent pas pour certaines personnes. Et ce qu'il faut voir, c'est que pour la majorité, ça a été quelque chose de très bon, qui semble en tout cas de favoriser leur intégration et d'avancer dans leur projet. Et je pense que par contre, effectivement, il faut pouvoir communiquer avec les jeunes qu'on accueille qu'il y a quand même, on ne peut pas évacuer la question d'un possible regret. Le dernier point... 13 minutes. Voilà, c'est finalement, et ça c'est une question que je me pose actuellement, est-ce que, et ça fait un lien avec ce que disait Maurice, est-ce qu'on peut vraiment complètement cliver la question de l'identité sexuée du désir sexuel? Parce que vous voyez qu'au fond, on ne parle jamais de la question du désir sexuel. On n'est pas parlé, je veux parler du corps, voilà, etc. Parce qu'en ce qui concerne ce patient qui revient en grande souffrance, je me suis posé cette question-là, bien que lui ne l'aborde pas comme ça. Mais je me dis, est-ce qu'à 16 ans, on perçoit que dans ces modifications corporelles, il y a quelque chose qui, dans la rencontre avec l'autre, va ne pas être simple. C'est-à-dire que même si, en apparence, pour ceux qui sont binaires, j'ai tout d'un homme, barbe, voix grave, présentation, etc., je n'ai pas de pénis. Et que dans la rencontre du désir sexuel, je pense au cas d'un garçon qui va très bien, qui est bien intégré, etc., mais qui est quand même en grande souffrance,
qui se déclare, lui, comme un garçon gay, hein, c'est un homme trans gay, mais vous entendez femme biologique, donc ce garçon gay, donc ce garçon qui a des désirs pour les hommes, il dit, mais quand je rencontre des hommes dans les bars, je me fais draguer, c'est sympa, on discute, mais à quel moment je vais pouvoir aborder la question que je n'ai pas de pénis ? Je suis un homme, mais que je n'ai pas de pénis. Et je vois bien que jusqu'à maintenant, les hommes que j'ai rencontrés, ça leur a posé problème. Et donc il y a toute cette question, et je pense qu'effectivement, pour ce patient, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose qu'on n'avait pas suffisamment travaillé, mais en même temps, travailler ça à 16 ans, vous voyez, c'est ça qui est compliqué. Il y a quand même des questions. Il faut un peu de temps pour pouvoir les travailler. Et puis enfin, pour terminer, vraiment, je pense que c'est important que tous les professionnels de santé se forment et se questionnent sur ce sujet. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'avoir des experts de cette question, parce qu'en fait, c'est vraiment une question qui interroge le développement. Et puis on voit bien de toute façon que je pense que tout psychiatre, tout médecin, toute infirmière doit se questionner, parce qu'on voit bien que le nombre de demandes, enfin on va être beaucoup interrogé sur ces questions, et qu'on doit développer une culture de l'accueil sans jugement, sûrement différencier la question du pourquoi, du comment, et d'être vraiment dans comment on peut t'aider. De dissocier les questions sociétales de la question du rapport au traitement médico-chirurgical. Et puis, pour moi, c'est très important, il faut absolument que les soignants ne soient pas dans des positions militantes et restent vraiment, même en tant que citoyen, on peut avoir des positions militantes, mais dans sa fonction soignante, de rester le plus ouvert possible, mais de faire attention à ne pas perdre sa place de soignant et devenir militant soi-même sur cette question. Ça me paraît très important. Merci en tout cas pour votre écoute.